Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui à ces universités d'été de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France pour vous parler d'un sujet. Construisons notre futur. Comment conduire la transformation de nos cabinets? Alors c'est simple. Il est 11h31. Vous avez 1h30. On peut s'aiguiller un peu, on peut s'aider. Alors, le plan. Moi, il y a 30 ans, on faisait des plans thèse, antithèse, synthèse. À mon avis, là, ça ne va pas vraiment donner grand-chose. Ma fille en études supérieures m'a parlé du CPJ. Comment, pourquoi, jusqu'où? Pour nous aider donc à répondre à ce thème relativement épineux en 1h30, je pense qu'on peut s'aider des études des moulins. Vous savez, les moulins sont un think tank où certaines personnes, dont Philippe Barré, ont réfléchi à l'avenir de la profession. Souvent, ce sont des commandes de l'Ordre des experts comptables. La première étude a eu lieu en 2015. La profession va-t-elle se faire ubériser? La deuxième en 2017, quelle mission demain? Et celle de 2020, quel métier demain? La profession va-t-elle se faire ubériser? Donc en 2015, la réponse c'était non, elle ne se fera pas ubériser, mais elle va s'automatiser fortement. Je ne sais pas si on sait, depuis 6 ans, fortement automatisé. Peut-être certains, moins d'autres. En tous les cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a des partenaires économiques, financiers, qui se sont dit, tiens, la Comptatech, il y a quelques fonds à investir. Depuis le 2019, il y a eu 900 millions de levée de fonds dans la Comptatech. Donc la Comptatech, c'est qui? C'est les robots comptables, c'est les néobanques, on les connaît tous. Ces produits vont et sont déjà sur le marché. Quel impact sur nos cabinets? Et on a la fameuse facture électronique. Ça fait depuis 1 an qu'on vous en parle beaucoup. La facture électronique, article 153 de la loi de finances de 2019. Moi, j'aime bien citer des articles, ça fait super expert comptable. Du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025. Là, on sait qu'il va vraiment se passer quelque chose. C'est-à-dire que la saisie des factures d'achat, petit à petit, il n'y en aura plus beaucoup. Et la suite et la volonté de la DGFiP, l'administration fiscale, c'est le pré-remplissage de la TVA. Après, l'étape ultime, ça sera évidemment l'alias fiscal, certainement remplacé par le FEC ou un cousin germain du FEC. Donc il se passe un truc. Et donc comment conduire la transformation de nos cabinets? Alors je vous propose, pour répondre à cette question, de nous faire aider, assister, conseiller par Jean-François Marvaux, spécialiste de la conduite du changement, et Philippe Barré, expert comptable. À nous trois, on va essayer de répondre à cette question. Merci, messieurs, d'être là. Le plan, on l'a fait pour vous. Donc on vous propose en première partie le constat, les évolutions récentes. En deuxième partie, les grandes orientations futures. Troisième partie, le comment faire, parce que c'est le point le plus épineux. Et après, je vous expliquerai en conclusion tout ce que l'ordre vous propose pour traverser
cette petite étape de turbulence. On souhaite que ce soit interactif. Ce n'est pas un grand cours magistral. Donc il y a des micros. On vous demandera à un moment de participer, de répondre, de vous lever, de vous rasseoir, de poser des questions. Donc soyez attentifs et on compte sur vous. Philippe, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Écoutez, je suis à titre personnel vraiment très content d'être là dans la vraie vie avec des vrais gens dans les couloirs. Bon, même s'il y a encore un peu 3-4 masques qui restent, mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de se retrouver ici. En bon expert comptable, j'ai quand même déjà travaillé sur le passé, les constats. Je vais vous donner des chiffres parce qu'il faut quand même être un peu sérieux. On est quand même aux universités d'été de l'ordre et de la compagnie, donc il faut un peu de matière. Après, je laisserai les consultants travailler sur l'avenir et on verra un peu de quoi ils retournent. Alors, petit constat. Faisons quelques petits constats simples pour aller rapidement à l'essentiel. La première chose, c'est que ça fait quand même 10, 15, 20 ans qu'on dit qu'il faut changer, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Globalement, il ne s'est pas passé grand-chose parce que les clients, c'est toujours les mêmes. Donc on a toujours des TPE, des PME, certains ont des entreprises un peu plus grandes, mais globalement, le tissu est le même. On a des BNC, on a un peu tout, on a tous les mêmes dossiers, ou à peu près. Donc ça n'a pas changé. La mission que nos cabinets proposent aux clients, écoutez, là pour le coup, ça fait à peu près une bonne vingtaine d'années que je travaille sur les études et sur les chiffres de la profession pour différentes publications. Les chiffres, ils évoluent peu. Bien sûr, on constate une baisse tendancielle de la tenue de comptabilité, une augmentation tendancielle, même s'il y a une stabilisation depuis quelques années de la paye, mais globalement, ça ne change pas. Les missions, on fait essentiellement de la tenue de compta, et globalement, on fait de la révision. Le commissariat a baissé, la paye a monté, mais il ne se passe pas grand-chose. Et enfin, dernière chose, et ce n'est pas la moindre des informations qu'il faut avoir en tête, c'est que nos collaborateurs n'ont pas changé depuis 20 ans, 25 ans, mais nous non plus. Le diplôme a peu évolué, les formations ont peu évolué, le niveau des études a monté, on n'a plus de BEP, on n'a plus de CAP, on n'a plus de bac pro. Maintenant, le premier niveau de diplôme de compta, c'est le BTS. Mais globalement, en dehors de ça, finalement, on file à des BTS aujourd'hui, ce qu'on filait à des CAP il y a 20 ans, mais le métier n'a pas changé. Et en fait, pourquoi ils n'ont pas changé ? En fait, j'ai cherché, alors là, pour le coup, et en fait, ça dépend à qui on pose la question. Quand on pose la question aux confrères, la réponse, elle est facile. Honnêtement, comment veux-tu changer ? Avec les collaborateurs qu'on a et les clients qu'on a, ça ne changera jamais. Bon, au moins, on a l'explication. Puis après, on demande aux collaborateurs, parce que moi, je fais beaucoup de formations avec des collaborateurs, et là, ils nous disent, honnêtement, les clients, ils comprennent rien, donc ils ne changent pas, et au patron, n'importe comment, laisse tomber, il ne changera pas, voilà. S'il nous file plus de dossiers qu'avant, c'est à peu près la seule différence par rapport à avant. Bon, on a les coupables. Et évidemment, là, on peut interroger tout le monde. C'est la faute de la diarrhée législative et réglementaire annuelle depuis 25 ans, où on a des textes qui sortent sans arrêt, qu'on respecte, parce que notre métier, c'est évidemment de respecter les textes, avant tout et surtout, et donc il n'y a rien qu'à changer. Donc, on est quand même dans un environnement qui n'incitait pas à changer. Et puis, en fait, si on réfléchissait, si on avait 2 heures de plus, mais on ne les a pas, non, on ne les a pas, on pourrait se dire aussi qu'il n'y avait aucune raison de changer. Parce que finalement, il y a une grande phrase en conduite du changement qui dit « pas de changement sans nécessité ». Et pour être vraiment honnête, on n'a pas vraiment eu besoin de nécessité de changer. Alors bien sûr, la techno, elle a un peu changé, on a changé des logiciels chaque année, mais enfin, c'était surtout pour faire plaisir aux éditeurs qui avaient une version nouvelle chaque année et qu'il fallait bien qu'on achète un truc. Donc comme on voulait venir au congrès pour acheter une nouvelle version du logiciel, on venait. Mais sinon, mis à part les logiciels qui étaient verts, qui sont passés bleus, qui sont tout ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis en fait, comme je le disais, il n'y avait pas de raison de changer. Ma grand-mère disait, on ne fait pas les courses quand le frigo est plein. Et le frigo de la profession, il est plein depuis 20 ans, donc il n'y a pas de raison de faire les courses. En fait, le problème de la profession, ça a surtout été de gérer des pénuries de collaborateurs, mais pas tellement des pénuries de clients. Alors depuis quelques années, ça couine un peu, ça frotte un peu sur les côtés. On a des clients qui s'en vont parce qu'ils économisent 50 € par mois. D'accord, bon, on est moins quand même
comment dirais-je, socialement respecté qu'on ne l'était par le passé. On n'est plus quelqu'un d'important. On devient un fournisseur comme les autres, le truc horrible. C'est-à-dire qu'on est à peu près au même niveau que tous nos autres clients. On n'est plus un partenaire privilégié. Et puis, il y a toujours la fameuse phrase qui vexe au moins 2 experts comptables sur 3 quand les clients les appellent « mon comptable ». Mais globalement, rien n'a changé. Et au final, la conclusion de la conclusion, c'est quoi notre business? Donc on peut se raconter des belles histoires, on fait tous du conseil, comme vous le savez. Moi, je suis rentré dans la profession il y a il y a quelques années. Et en fait, on m'a dit, tu vas voir, c'est une profession dans laquelle on fait du conseil, parce que c'est ce qu'on lisait dans les livres, dans les prospectus, tout ça. Et quand on interroge les experts comptables, donc ça, ces chiffres, c'est la dernière étude des Moulins, celle de 2020, qui était consacrée au métier de demain, donc quels seront les collaborateurs qui seront dans les cabinets de demain et que feront-ils demain? Eh bien, on a commencé là encore par savoir ce qu'ils faisaient aujourd'hui. Et la conclusion, c'est quoi? C'est que la profession comptable, dans les cabinets jusqu'à 50 salariés en gros, elle fait 44% de missions de tenue, déclaration fiscale, etc. Elle fait 19% de révision avec l'IAS fiscal. Elle fait 13-14% de social, et puis après, évidemment, ça s'éparpille un peu. On a 7% de juridique, un peu d'accompagnement en gestion, un peu d'accompagnement en full service, et puis du commissariat aux comptes, et enfin, les fameuses missions de conseil. Vous savez, la cybersécurité, la RSE, tout ce qui touche à des missions à l'export, enfin, et qui représente 2% de notre chiffre d'affaires. Incontestablement, on est une vraie mission de conseil. On est une vraie profession du conseil. Alors, en fait, à partir de là, la question, c'est pourquoi est-ce que, si ça n'a pas changé pendant 15 ou 20 ans, ça devrait changer? Et en gros, pour poser la question un peu différemment, pourquoi moi, je devrais changer? Je veux dire, ça fait 30 ans que ça va, on mange à tous les repas, c'est quoi le débat? Eh bien, en fait, avant de répondre à cette question, on va essayer de savoir un petit peu comment ça va se passer. Est-ce que vous êtes prêts à changer et comment vous allez vivre ce changement? Alors, on vous propose quelques questions. Il y en aura 4 en tout. La première des questions, c'est êtes-vous plus spontanément attiré par ce qui est concret, pragmatique et factuel, ou bien imaginatif, nouveau et abstrait? Alors, c'est une question, c'est ce qu'on appelle une préférence psychologique. Alors, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. D'accord? Il n'y a pas de réponse intelligente et de réponse bête. Il y a pas de. C'est un peu comme fromage ou dessert. Voilà. Moi, je suis plutôt, ça se voit, je suis plutôt dessert. Mais il y en a qui aiment le fromage et c'est très bien. Enfin, souvent, en fait, quand j'essaie d'avoir les deux, c'est bien. Mais là, c'est l'un ou l'autre. C'est les deux. Mais là, c'est l'un ou l'autre. Il faut choisir. Donc, je vais vous demander, est-ce que les messieurs qui ont les boutons de l'électricité peuvent allumer la salle? Et tous les gens qui sont plutôt concrets, pragmatiques et factuels, en opposition à imaginatif, nouveau et abstrait, se lèvent. Tous les gens qui sont dans la salle et qui sont plutôt concrets, pragmatiques et factuels se lèvent. Et est-ce que vous pourriez allumer la salle? Parce que là, on entend du bruit, mais on ne voit pas ce qui se passe dans la salle vraiment. Alors, le monsieur qui a l'électricité s'est endormi. Voilà. Allô? Bon, on a les diapositives, c'est déjà bien. En tout cas, on voit qu'on a une très 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 grande majorité de personnes dans cette salle qui considèrent que vous êtes plutôt des gens concrets, pragmatiques et factuels. Ce qui est étonnant pour des experts comptables. Moi, ça me surprend énormément, moi on aussi. m'avait pas dit ça. Moi, je me tendais à un truc un peu one again, des trucs, j'aime l'inconnu, le saut en parachute, enfin les trucs un peu... Mais on est surpris, mais je pense qu'on va aller de surprise en surprise dans cet atelier. Juste quand même, Philippe, est-ce que les autres ne savent pas où ils se positionnent comme des gens plutôt imaginatifs, nouveaux et abstraits? Levez-vous ceux qui Ou ils dorment peut-être. Ou ils dorment. Comme... Levez-vous les gens imaginatifs, nouveaux, abstraits. Il n'y a pas d'erreur. Ah non, Laurent? Non, Laurent. On a dit fromage ou dessert. S'il te plaît. Oui, je pense. Oui. Bon, donc il n'y a pas d'erreur, il n'en manque pas, quoi. Ils sont à peu près tous levés. À quelques exceptions près, je pense que tout le monde a répondu et merci pour votre collaboration à cet exercice. On a repéré les noms, évidemment, et ce ne sera pas sans conséquence. Alors, une fois qu'on a fait le point sur ce qu'on est à aujourd'hui, ce que la profession est à aujourd'hui et qui on est nous et comment on sent les choses, on va un peu parler de l'avenir, puisqu'on est quand même un peu là pour ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait se changer?
Et ben en fait, Virginie nous en a parlé en introduction. Il y a plusieurs chantiers qui sont maintenant prégnants et qui vont être de plus en plus concrets pour le coup. Donc la salle va être globalement contente. Ça va être du concret. Qui arrivent dans les cabinets, mais pas que dans les cabinets, dans la vie en général, qui vont avoir un impact extrêmement significatif sur notre profession, notre métier, notre relation client, notre utilité. Et donc, on va un peu regarder très rapidement tout ce qui va changer pour comprendre un peu, avoir un petit résumé, une bande-annonce de nos prochaines années. D'abord, les attentes des clients. Ben oui, c'est-à-dire que les clients, je ne vais pas vous faire un dessin, quand il s'agit de négocier des honoraires de comptabilité pour sortir une IAS pour l'administration fiscale, quelques déclarations par-ci par-là, les TVA et autres, ils n'ont pas super envie de payer des honoraires, et donc s'ils peuvent essayer de réduire, c'est quand même globalement, voilà. Ça ne veut pas dire que toutes les études le montrent, l'expert comptable fait quelques raccourcis en général sur le sujet. Il répond, parce que quelque part, je pense que ça l'arrange un petit peu, il dit « les clients ne veulent pas payer ». On entend ça tous les jours. Sauf que ce n'est pas exactement ça. Les clients ne veulent pas payer ce qu'on leur propose aujourd'hui. Mais quand on regarde toutes les études et quand on regarde certaines prestataires qui se sont créés de A à Z en partant de la feuille blanche pour ne faire que de l'accompagnement de TPE de moins de 5 collaborateurs qui ne font pas une heure de comptabilité du tout, alors que les honoraires de ces prestataires sont généralement plus élevés que les honoraires de l'expert comptable, ça prouve que les clients sont prêts à payer, mais pour des trucs qui les intéressent, pas pour des papiers qu'on enverra à l'administration qu'ils ouvriront même pas. Donc, les attentes des clients changent, ils n'ont plus envie de payer un truc qui leur sert à rien. Ils ont envie de payer, c'est pas un souci généralement, mais que pour des choses qu'ils ont choisies, dont ils ont envie, et qui n'est pas obligatoire, qui leur rend service à eux, qui leur est utile. La deuxième chose, Virginie en a parlé, ils ont cramé quelques dizaines de millions d'euros, c'est des robots comptables. Vous savez, les robots comptables, c'est en gros des comptables, des collaborateurs, sauf que c'est des robots, et en fait, ils font mieux le boulot, moins cher, plus vite, il n'y a pas de RTT, pas de télétravail, pas de machin, pas de vacances, pas de congés payés, pas de fatigue, enfin, le collaborateur idéal. Voilà, il râle pas, parfait. Donc ça se développe de plus en plus. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que c'est bien, je dis que ça existe. Et je dis que quand on est chef d'entreprise, qu'on n'y connaît rien, vous voyez sur Internet, telle boîte, elle fait la comptabilité d'un BNC pour 300 € par an. Vous, 300 € par an, c'est en gros même pas le budget que vous avez par trimestre, parce que sinon votre coût de revient, n'importe comment, il est plus élevé. La question, c'est évidemment comment vous vous alignez. Mais le client, lui, honnêtement, il s'en fout de sa compta, de sa 2035 ou de ce que vous voulez. Il se dit, bah, concrètement, pourquoi je paierais 1 200 €, quelque chose pour 300 balles? Ouais, ce sera peut-être pas exactement pareil, j'aurais peut-être 50 balles d'écart sur le résultat, mais honnêtement, est-ce que vraiment ça me préoccupe tant que ça de ne pas avoir une IAS aux petits oignons? Pas sûr. Le comptable, lui, il a envie, mais le client, pas sûr. Les néobanques, vous savez, les gens qui ne savent pas gérer votre argent, mais qui vont s'occuper de la gestion de votre client. Donc en fait, qu'est-ce que c'est l'idée? C'est que dès lors que vous êtes un professionnel et que vous êtes dans ces banques-là, eh bien, la banque vous propose des quantités de compléments à leur mission de banquier pour vous aider à faire vos tableaux de bord, pour vous donner une information sur l'imputation de vos dépenses, pour vous comparer le N avec le N-1, pour vous donner pour vous aider à financer. Enfin, il y a des quantités de prestations qui sont proposées, notamment en accompagnement de gestion, en pilotage. Ils vous aident à calculer vos coûts de revient, ils vous mettent des tableaux à disposition, ils vous mettent plein de choses. Et finalement, ils font une bonne partie, là encore, du boulot qu'on aurait dû faire. Et quand le client, on lui propose rien, si ce n'est sa liasse fiscale au mois de juin, parce que Dieu merci, Bercy nous a laissé un peu de délai parce que sinon c'était pas vivable. Donc quand on leur met 6 mois pour leur donner la liasse fiscale de l'année d'avant, la banque leur propose quasi gratuitement des tableaux de gestion au jour le jour. Bah, c'est pas inintéressant, quoi. Donc ça va quand même impacter un petit peu notre marché. Et puis évidemment, depuis maintenant des années, on le sait, je pense que maintenant c'est une surprise pour personne, les honoraires, le panier moyen baisse, c'est une réalité. Et donc la question c'est, évidemment, enfin je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais quand les coûts augmentent parce que le loyer, les salaires et les coûts, les frais généraux ont rarement tendance à baisser, quand les honoraires, les budgets moyens baissent, alors bien sûr on peut se dire qu'on va faire beaucoup plus de dossiers, mais ça n'a qu'un temps. Alors il y a encore des cabinets qui rachètent d'autres cabinets au tarif d'il y a 20 ans avec la rentabilité d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur coût de l'année, mais voilà. Quand les tarifs baissent et que les coûts ne baissent pas beaucoup,
ça veut dire que la rentabilité baisse, et donc évidemment, ça pose souci. Donc tout ça, c'est des choses qui vont se passer. Là encore, comme disait Virginie tout à l'heure, en 2015, quand on écrivait la première étude des moulins, on disait l'ubérisation à court terme n'est pas envisageable. Par contre, l'automatisation, elle est inéluctable, c'est une évidence. Mais il faut bien faire la différence entre les deux. L'ubérisation, c'est évidemment quelque chose qu'il faut craindre au plus haut niveau. C'est un risque majeur pour la profession, pour les professionnels. L'automatisation, pas du tout. L'automatisation, c'est exactement le contraire. C'est nous qui la réclamons depuis 30 ans. Le rêve de tout expert comptable depuis 30 ans, c'est d'arrêter de faire de la saisie. Ben, réjouissons-nous, on n'en fera bientôt plus du tout. Sauf que là où on ne l'a pas vu venir, c'est que celui qui va nous ubériser, enfin nous automatiser le plus, ce n'est pas celui auquel on s'attendait, c'est celui qui nous a envoyé le business depuis 30 ans, c'est l'État. Donc là, non seulement il arrête de nous envoyer du business, mais en plus il nous pique le nôtre. Alors voilà. La facture électronique, ça arrive en 2023. En 2023, je vous rappelle que vous êtes obligés dans toutes les entreprises d'accepter des factures sous format électronique et que ces factures, elles seront déjà envoyées dès 2023 par les très grands opérateurs, Engie, EDF, je sais pas quoi, SFR, Orange, etc. Donc tous vos clients devront accepter les factures électroniques dès 2023. Et tous vos clients, même les tout petits, devront faire des factures électroniques dès le 1er janvier 2025, au plus tard, peut-être même avant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme l'a dit Virginie, que évidemment on aura la récupération des écritures par le biais des plateformes que l'on téléchargera, que l'on réimportera en comptabilité dès le 1er janvier 2025. Donc en 2025, on pose souvent la question, évidemment il y aura encore des écritures comptables à passer, puisque, sauf accident, on n'aura pas fini tous les bilans de 2024 le 31 décembre. Un peu de recul. Mais par contre, une fois qu'on attaquera la comptabilité de 2025, il n'y aura plus d'écriture à passer. Et il n'y aura plus de TVA à faire à compter 2025, 26 ou 27, le temps que tout ça se mette en place. Et comme disait Virginie, ça représente une part très significative de notre mission. Et donc, on est confronté à deux enjeux majeurs qui sont concrets, réels, c'est dans la loi, on a les délais, on sait la date à laquelle ce sera obligatoire. D'accord? Donc maintenant, c'est écrit dans la loi, Virginie l'a rappelé, article 153 de la loi de finances pour 2020, donc fin 2019, on a eu le texte, et depuis, c'est gravé dans le marbre. Ce qui veut dire que les cabinets ont deux enjeux majeurs stratégiques, comme jamais on en a eu. Là, je ne parle pas d'un problème de changement de logiciel ou de changement de, que sais-je, un collaborateur qui est absent, un problème de turnover, etc. Ça se gère. C'est des problématiques gestion. Là, on est dans les problématiques stratégiques. Première question, c'est quoi notre business demain? Je ne veux pas dire que vous allez perdre 60% de chiffre d'affaires, c'est faux. Mais on sait très bien qu'il va y avoir entre 20 et 25% d'activités qui vont disparaître. D'accord? La tenue et la TVA et tout ce qui touche à la saisie des écritures va disparaître. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer la compta. Pas du tout. Mais par contre, l'acte de saisie des factures de manière manuelle ou autre, ça va être remplacé par l'import de données sur les plateformes. Et donc la première chose, c'est quel business demain? Comment on remplace le chiffre d'affaires qu'on va perdre par du nouveau chiffre d'affaires? Mais attention, là, on ne peut plus taper dans les missions réglementaires avec des obligations légales, des machins et des trucs. On est obligé de travailler sur des missions nouvelles qui intéressent les clients. Sinon, ils n'achètent pas. Et si vous ne baissez pas les honoraires et que vous ne proposez rien d'autre, la solution, elle est facile à trouver. Le client va aller voir ailleurs. Donc, on sait qu'il faut faire quelque chose. Et évidemment, ce qu'il faut faire, c'est éviter de baisser les honoraires. Donc, il faut proposer des nouvelles missions pour compenser le temps qu'on ne passera plus à faire un travail qui n'est plus à faire puisqu'il est fait par l'État. La deuxième problématique, c'est qu'évidemment, les collaborateurs que l'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si on a des collaborateurs qui font de la saisie de compta, de la tenue de compta, etc., et que demain, ce travail est fait par des logiciels, qu'est-ce que vont devenir nos collaborateurs? Et quand on relie la question 1 à la question 2, le point 1 au point 2, la question, c'est qui va faire les missions de demain? Et comment on va faire pour qu'on ait des collaborateurs qui soient prêts à faire les missions de demain? OK? On a décortiqué dans la dernière étude des moulins. Alors, la dernière étude des moulins est téléchargeable gratuitement parce qu'elle a été financée par l'Ordre des experts comptables de Paris et le Conseil supérieur. Du coup, tous les coûts ont été pris en charge par ces deux institutions, ce qui permet d'avoir les études gratuitement en disposition. Donc, dans le cadre de cette étude, nous avons travaillé sur le décortiquage d'une mission de tenue de comptabilité. On en a fait d'autres, mais là, je ne présente que celle-là pour aller vite. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a 46% des temps consacrés à la mission de tenue de comptabilité qui elle-même représente, souvenez-vous, 44% du chiffre d'affaires des cabinets, qui va être automatisé à très court terme. D'accord? Dans moins de 5 ans, et même probablement dans moins de 3 ans. Ensuite, on a 41% de la mission qui, elle, sera automatisée, mais à moindre échéance, c'est-à-dire à échéance plus lointaine.
okay, avec moindre urgence. Mais ça représente quand même encore 41%. Donc, et enfin, on a 12% de la mission qui est relativement à l'abri, relativement protégée, parce qu'on est sur des entretiens, sur des analyses que, à l'heure actuelle, les logiciels, les robots et autres sont loin d'être en mesure de réaliser. Donc en fait, ça veut dire que très concrètement, on pourrait faire pareil avec la mission de paye, qui sera automatisée exactement comme la mission de tenue, comme la mission de révision, on pourra le faire également. Toujours est-il qu'on va avoir une diminution du chiffre d'affaires sur les missions traditionnelles qu'il faut remplacer. Alors face à cela, il va falloir changer des choses, etc., etc. Et vous, c'est quoi votre relation au changement? Comment vous vivez le truc? Alors, est-ce que vous pourriez rallumer la salle? Wow. Il a pris un café entre-temps, du coup c'est bon, il est opérationnel. Vous est-il plus facile, à titre personnel, de changer en fonction des circonstances quand vous avez un projet? Est-ce que c'est plus facile pour vous de changer en fonction des nouveautés, des circonstances du projet, ou bien faire ce qui était prévu? Et d'une manière générale, quand vous avez un dossier, un projet, quelque chose, est-ce que vous préférez faire ce qui est prévu ou vous ajuster en permanence? Alors, première proposition, qui préfère changer en fonction des circonstances? Levez-vous. Ah, très grande, très grande, écrasante majorité. Et donc, pour vérifier que les autres ne se sont pas restés assis parce qu'ils dormaient, qui préfère faire ce qui était prévu? Oui, c'est ça, on a bien la différence, donc ça représente... Ah. Donc, ça veut dire que, d'une manière générale, on constate que vous avez une appétence, une préférence, ou tout simplement une habitude, de vous adapter en permanence en fonction des circonstances et de changer le programme, de changer le plan d'action pour tenir compte de ce qui était prévu. Alors, il est vrai, Philippe, que depuis 1 an et demi, et cette petite crise sanitaire, c'est ce qu'on a fait là. Hein. Oui, on s'est un peu adapté. On s'est super adapté là. C'est clair. C'est clair. Alors, après, l'expert comptable s'adapte toujours. Je prends un exemple. À chaque fois que je pose la question, on me répond, attends, on a l'habitude, chaque année, les imprimés fiscaux, ils changent, chaque année, la règle, elle change, la loi de finances, elle change chaque année, la taxation des plus-values, elle augmente chaque année, etc., etc. Donc, la perception des experts comptables d'eux-mêmes, c'est que ce sont des chefs d'entreprise agiles qui s'adaptent en fonction des circonstances, etc. Mais là, on est dans l'adaptation de terrain. La question aussi, c'est, face à tous les événements qui se passent dans la profession, mais je ne parle pas de la crise du Covid ou du télétravail, mais face à la nécessité de développer des nouvelles missions, face à la nécessité de faire face à la facture électronique, quels sont les cabinets qui se sont adaptés compte tenu des circonstances et de l'évolution de l'environnement, et quels sont les cabinets qui n'ont pas changé grand-chose? On aurait peut-être pu poser la question comme celle-là. Je ne suis pas sûr qu'on aurait eu les mêmes scores. Alors, les cabinets n'ont pas le choix. Ils vont devoir développer des nouvelles missions de manière très claire. C'est l'enjeu numéro 1 des cabinets dans les prochaines années. Bien sûr, il faudra continuer à jeter un œil dans la loi de finances. Bien sûr, il faudra continuer à jeter un œil sur les bilans, etc., etc. La question ne se pose pas, évidemment. C'est ça qui nous nourrit, donc on ne s'interroge même pas. Mais sauf que changer un cabinet, c'est long, ça prend du temps. Et le problème aussi, c'est que si jamais on ne s'adapte pas très rapidement, on n'aura pas le temps de se retourner. Parce que l'échéance, ça ne changera plus maintenant, elle est fixée. Et donc on sait que dans 2-3 ans, on devra avoir trouvé les missions de remplacement. Et ça veut dire quoi, trouver les missions de remplacement? Ça veut dire qu'il faut des collaborateurs. Ça veut dire qu'il faut déjà inventer les missions. Quand je dis inventer, c'est les identifier. Savoir si elles conviennent aux clients. C'est une blagounette, mais si les clients ne veulent pas acheter vos missions de cybersécurité parce que c'est que des commerçants, des artisans, des boulangers, des charcutiers, des électriciens et des plombiers, je ne suis pas sûr qu'on leur vende chaque année une mission d'audit de la cybersécurité. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de faire de la cybersécurité, je n'ai jamais dit ça. Je dis juste qu'un mec comme moi est parfaitement incapable de tripoter les tuyaux de machin, de savoir si c'est sécure ou pas sécure, ce n'est pas mon métier. Donc il me faut une grosse formation pour atteindre le niveau. Donc c'est un gros investissement.
Et c'est certainement pas dans mon cabinet la personne qui faisait la saisie de TVA, la saisie des factures et les déclarations de TVA qui va faire les missions de cybersécurité. Donc on avait 2 problèmes, maintenant on en a 3. C'est encore bien mieux de se lancer là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que les missions qu'on va développer demain, il faut que ce soit des missions qui correspondent à tous les clients. Il faut que ce soit des missions d'accompagnement, on va revenir dans une minute, mais en gros, il y a 2 grandes typologies de missions qu'il va falloir proposer, et il va falloir que nos collaborateurs proposent ces missions. Vous n'allez pas pouvoir faire des missions si c'est vous, expert comptable, qui les faites, parce que je n'ai pas besoin de regarder votre agenda pour savoir déjà qu'il est plein. Et là-dessus, il va falloir faire le changement de stratégie, le changement d'outils, l'accompagnement des collaborateurs, les relations clients à qui vous allez expliquer aux clients que vous ne faites plus la tenue de compta mais que vous faites autre chose et que ça vaut pareil. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de temps à libérer, que l'urgence numéro 1, c'est de libérer du temps, donc d'automatiser. Relisez l'étude des Moulins en 2015, l'automatisation est notre ami, ce n'est pas notre ennemi. Ce qui est notre ennemi, c'est l'immobilisme, ce n'est pas l'automatisation. Ce qui est notre ennemi, c'est la non-réaction face à l'immobilisation. Quand vous êtes sur l'autoroute et qu'il y a un mur en face, ce n'est pas le mur le problème. C'est le fait que vous ne tournez pas le volant. L'iceberg n'a pas tué le Titanic. C'est le capitaine qui n'a pas tourné le volant. Et bien là, c'est pareil. Si vous ne tournez pas le volant, il ne se passera rien. Et ce n'est pas la faute du mur. Quand on a interrogé les experts comptables, il y a 750 experts comptables qui ont répondu à l'étude des Moulins, on leur a demandé quelles allaient être leurs activités dans 5 ans. Ah, merci monsieur. Donc là, vous l'avez en gros. En gros, le rouge foncé, celui qui est en bas à chaque fois, c'est leur chiffre d'affaires d'aujourd'hui. Et le rose, qui est juste au-dessus, c'est le chiffre d'affaires qu'ils pensent faire eux demain. Eux demain. Et globalement, ils pensent qu'il y aura un chiffre d'affaires à peu près constant. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la tenue et la tenue liasse fiscale, etc., qui est la mission qui représente aujourd'hui 44% du chiffre d'affaires, elle passe à 30. Et quand on fait 30 sur 44, ça veut dire qu'on perd 1/3 du chiffre d'affaires de tenue. 1/3 du chiffre d'affaires de tenue dans les cabinets. Donc vous savez tous compter à peu près, vous divisez par 3 pour aller plus vite, et vous allez voir que vous arrivez au chiffre d'affaires qui va disparaître si vous ne faites rien en matière de tenue. La révision se maintient, la paye se maintient. Par contre, il y a 2 catégories de missions qui émergent. C'est l'accompagnement au pilotage et l'accompagnement au full service, qui sont les seules missions d'accompagnement qui peuvent remplacer les missions qu'on va perdre. Pourquoi ? Parce qu'elles sont récurrentes, accessibles à tous les cabinets, elles concernent tous les clients, et on est capable de les faire sans formation lourde de plusieurs mois ou de plusieurs années. L'AS4F, par exemple, propose des formations d'adaptation des compétences pour développer ces missions. Donc ça veut dire qu'on a tout en main pour s'y mettre. Il n'y a plus qu'à. Et si on ne fait rien, c'est comme le capitaine du Titanic, c'est parce qu'on a décidé de rien faire. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à faire. Donc les impacts sur le modèle économique des cabinets, ça va être quoi ? L'automatisation va générer en fait une baisse des missions, une baisse des budgets par mission, parce que quand ça va être automatique, il est évident que vous ne pourrez pas maintenir les honoraires au niveau où ils sont aujourd'hui. Le client ne voudra pas payer un truc qu'il va recevoir tous les 5 du mois par l'État. L'État dira, voilà votre déclaration fiscale, votre déclaration de TVA, vous allez avoir du mal à la facturer juste après, quoi. Surtout qu'elle est déjà faite et envoyée gratuitement. Ensuite, évidemment, les budgets d'honoraires vont donc baisser. Les collaborateurs qui font plus de tenue et plus de TVA, ils vont avoir moins d'occupation. La concurrence va s'accentuer parce qu'évidemment, les cabinets vont voir que leur chiffre d'affaires baisse, donc ils vont essayer de récupérer des dossiers et donc les piquer aux voisins d'à côté. Et enfin, les clients demanderont plus d'accompagnement et moins de tenue, plus de valeur ajoutée et moins de production pour l'État. Et donc, on va être obligé de faire quelque chose, sinon il y aura une attrition du chiffre d'affaires et une déperdition de dossiers. En conclusion, alors ça peut paraître un peu pessimiste, mais pas du tout. On est dans une situation inespérée qu'on attend depuis 30 ans. Pouvoir enfin faire autre chose que de remplir des cases pour l'administration fiscale. D'accord ? Une mission, par exemple, d'accompagnement des clients, qui doit être proposée par tous les experts comptables à tous les clients, c'est la mission d'examen de conformité fiscale. Avant de développer des missions qu'on est incapable de faire, on va faire ce qu'on sait faire. C'est un truc un peu has-been comme approche, mais ça peut marcher. C'est-à-dire que tous les experts comptables peuvent parfaitement déjà commencer à travailler sur ce sujet-là. Et ça, c'est accessible à tous, avec des collaborateurs comptables, ceux qu'on a déjà dans nos cabinets. Et en plus, c'est intéressant pour les clients, donc c'est pas difficile à leur vendre. C'est intéressant pour les cabinets, puisque l'essentiel du boulot est déjà fait. Et c'est accessible, c'est récurrent. On a toutes les caractéristiques d'une mission idéale pour demain. Donc typiquement, la conclusion, ça va être qu'il va falloir bouger, parce que sinon, c'est nous qui allons être bougés par l'environnement. C'est-à-dire que c'est à nous de nous adapter à l'évolution de l'environnement, mais comme vous avez tous dit que vous étiez, que vous aviez une appétence pour l'évolution en fonction des circonstances, eh bien j'ai une bonne nouvelle,
vous allez pouvoir mettre en œuvre votre appétence pour le changement parce que ça va tanguer. On va avoir des turbulences, mais c'est bien. Vous allez voir que notre cabinet, dans 5 ans, on se reverra aux universités l'été et on se dira « Waouh, heureusement qu'on a eu la facture électronique, c'est génial. On a eu un peu chaud, on a un peu tangué, mais c'était topissime. Maintenant, on fait enfin notre métier d'expert. On fait enfin un super boulot. Les clients sont super heureux. Et voilà, quoi. On arrête de travailler comme des fous. On a les ponts du mois de mai. On part en vacances au ski à Pâques. Enfin non, il n'y a plus de neige à Pâques, donc on part en vacances au soleil, puisqu'il y a du soleil dans 5 ans partout. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, la question, c'est bien gentil tout ça, mais on fait comment? Et donc, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous auriez des questions? Ouais, on peut l'applaudir. Oui, merci. Très bonne idée. Merci Philippe. Et si jamais vous avez des questions, nous pourrions avoir des réponses. Vous avez 2 micros au milieu de la salle. Est-ce que vous pouvez allumer la salle, le monsieur de l'électricité? Donc, pour des histoires de précautions sanitaires, donc les micros sont fixes et c'est à vous de vous lever. Ou alors vous parlez très fort et on la répétera. N'hésitez pas, allez-y, posez des questions, soyez à l'aise. Alors, si la première est gênante, passez directement à la deuxième. Moi, j'ai une question. Ah. En attendant. Parlez bien dans le micro. Vous le savez, le monde de l'entreprise, à chaque fois, nous avons l'État qui nous présente des trucs, des machins, des bidules. À partir de telle date, on va mettre en place ceci, on va mettre en place cela. Bon, moi, je veux bien, mais enfin, lorsqu'on voit, par exemple, les retraites, lorsqu'on voit le prélèvement à la source, bon, on a des dates, et puis à chaque fois, c'est décalé dans le temps, etc. Alors, vous nous dites, là, 1er janvier, je ne sais pas quoi, 2025, 1er janvier 2023, est-ce qu'on est sûr que, finalement, d'une certaine manière, ça ne va pas encore, comme pour le reste, être décalé dans le temps? L'État procrastinerait? Alors, non, j'ai l'impression que c'est Jean-François qui veut procrastiner. En fait, toi, tu n'es pas prêt en tant que chef d'entreprise à faire tes factures. C'est ça. Alors, je vais vous en parler tout à l'heure. Jean-François cherche un expert comptable, je pense. Pas le choix, il en y en a quelques centaines ici, tu choisis. La vraie question, c'est pourquoi la facture électronique est un chantier de la DGFiP? Pourquoi ce n'est pas le secrétariat numérique? Je pense que vous l'avez tous compris. Hein. En fait, l'objectif de la facture électronique, c'est de réduire le gap de TVA. Donc, il y a des grandes statistiques au niveau national avec tous les échanges entre sociétés et ils ont trouvé le calcul qu'il manquerait 11 milliards à 15 milliards de TVA par an. Vous savez qu'en Italie, la facture électronique est appliquée depuis le 1er janvier 2019. L'État italien, aujourd'hui, a récupéré 2 milliards de TVA par an. Donc même si nous n'étions pas performants, nous, l'administration fiscale, et qu'on ne récupérait que 2 milliards comme les Italiens, vous pensez bien que ce chantier, pour 2 milliards par an, on va y aller. Oui, parce que 2 milliards par an, en 200 ans, on a remboursé la dette Covid. Voilà. Donc, plus on commence tôt, plus qu'on aura fini tôt. Hein. 1er janvier 2023, évidemment qu'elle va se maintenir, cette date. Et je suis désolée de te dire, Jean-François, qu'il n'a jamais été question de la décaler, en tous les cas pour le moment. Moi, je suis ravi en tant que client. Hein, si enfin on peut dématérialiser les factures et les échanges avec les experts comptables. J'en ai 2, moi, je vais pouvoir vous en parler, mais ça me plaira. Tu as 2 factures ou 2 experts comptables? J'ai 2 experts comptables. Okay. Je vais vous parler de ça après. Un autre jour. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres questions? Oui, alors je vais avancer et je répéterai fort votre question. Alors, en fait, on est filmé. Et là, si tu parles trop longtemps, on n'arrivera jamais à faire le résumé. Hein. C'est très clair, merci monsieur. Mais voilà. Je dis qu'il y a une date qui est le 23, ça sera peut-être 24,
peut-être pour les petites PME, peut-être que ça va se décaler parce que la DGFiP est jamais prête. En attendant, ça va arriver, ça sera qu'un an de plus tard, c'est tout. Et vous avez, donc il faut être prêt pour ça. Et vous avez entièrement raison. Évidemment, le débat, il n'est pas là. Et de toute façon, n'attendons pas non plus le normatif de l'État pour agir, quelle que soit la date. Ce qui est important, c'est qu'on soit déjà dans cette dynamique. Vous avez déjà répondu. Oui, évidemment. parce que Philippe a quand même dégagé d'un revers de la main le problème technique. Mais moi, je me souviens de la DSN. Techniquement parlant, la DSN, c'était compliqué. Donc, si ces 3 prochaines années, on doit driver les collaborateurs qui vont perdre du temps pour intégrer ces factures électroniques, parce que il va y avoir 2-3 soucis. 1er janvier 2023, comme l'a dit Philippe, il y a 300 entreprises qui vont faire leurs factures de manière électronique. Donc vous imaginez, en 2023, c'est quand même après-demain, on va recevoir des factures dans tous les sens. Donc on en aura des papiers, on en aura des scannés, on en aura des électroniques. 24, ça sera aussi comme ça, on sera peut-être à 50-50 électronique, pas électronique. Donc nos collaborateurs vont être perdu, comme on a été perdu pour la DSN. Il y a des tuyaux qui vont fonctionner, il y a des éditeurs privés qui vont marcher mieux que d'autres. Regardez aujourd'hui pour la DSN, les caisses privées de mutuelles de prévoyance, ça merdoit encore. Donc on a ce problème technique qu'on va savoir résoudre, mais pendant ce problème technique, il va falloir aussi se réinventer. Et c'est ça, ces 3 prochaines années, elles vont être vraiment riches. J'avais une autre question. Alors juste pour répondre à ce qui n'était pas une question, j'ai balayé d'un revers de la main la dimension technique parce que, comme tu l'as dit, on va savoir gérer la dimension technique. Et en fait, on a toujours géré la DSN, le PASS, etc. C'est notre métier, le changement, la télédéclaration, tout ça, on sait le gérer. Ça a été compliqué, on a merdouillé, ça a merdé, on a recommencé. OK, mais on va y arriver sans problème. Et le problème, c'est que c'est la partie émergée de l'iceberg. Tout le monde voit, mais comment on n'est pas prêt pour la facture électronique? OK, techniquement, mais ça, j'ai pas d'inquiétude. Le vrai problème, c'est tout ce qui est la partie immergée du sujet. Et c'est de ça dont on va parler, parce que c'est ça dont on n'a pas l'habitude de gérer. Exactement, et on va devoir faire les deux en même temps. Et ça va être un quoi qu'il en coûte, souci. Merci Philippe. D'autres questions, monsieur? Oui, si vous voulez bien vous lever. Oui. Le micro qui arrive. est légèrement derrière vous. Ou alors il y a quelqu'un qui arrive. Passez le micro, oui. Quelqu'un va vous tenir le micro pour éviter les... Merci. 2023, 2024, 2025, moi j'aimerais aller plus vite et anticiper. Évidemment, la question elle est un peu technique. Enfin, les robots, ils sont prêts ou pas? Ou on est obligé encore de poursuivre sur l'OCR pour intégrer les process comme ça? Ou on peut effectivement compter sur des éditeurs qui sont déjà prêts? Vous avez peut-être une idée sur... Alors, il y a des choses qui existent. On a par exemple la plateforme Chorus Pro qui existe et qui permet de faire des factures, etc. La seule difficulté, si vous voulez, c'est que c'est une opération à 3. Et c'est toujours compliqué, les trucs à 3. Parce qu'il y a le client, il y a l'expert comptable et il y a ses clients. Donc, c'est même pas à 3, c'est à... Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est bien gentil si l'expert comptable il a envie d'accélérer un peu, mais il faut que ses clients eux-mêmes ils soient à peu près capables de. Effectivement, il y a la techno qui, pour l'instant, n'est pas, à mon avis, du tout optimisée. C'est-à-dire que c'est possible, parce que d'ailleurs, il y a des opérateurs. Vous savez que depuis des années, on est obligé, quand on travaille avec l'État, d'envoyer des factures électroniques. Donc, ça existe déjà, mais c'est pas ce qu'il y a de plus souple, de plus léger, de plus voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça chamboule beaucoup de choses, et la raison pour laquelle on a un calendrier progressif 2023 avec tout ce qu'on appelle les très très grandes entreprises, les opérateurs nationaux, Engie, EDF, etc., c'est parce que eux, évidemment, comme ça, en envoyant des factures à toutes les entreprises de France, quelque part, on les bouscule un peu, on les oblige à. Mais j'ai du mal à imaginer, pour une PME et un expert comptable, le coût logistique de gestion de la transformation des fournisseurs, des clients, etc. C'est certainement possible, mais alors pour le coup, je pense qu'il y a d'autres priorités, d'autres urgences à gérer, notamment les impacts organisationnels, les impacts stratégiques, etc. pour le cabinet, plutôt que de devancer sur une techno qui techniquement fonctionne, mais qui n'est pas fluide, qui n'est pas opérationnelle aussi bien qu'elle le sera dans 2 ans. Enfin, c'est mon point de vue de... Moi, j'avais une autre question, Philippe, si tu veux bien. Pendant longtemps, donc, on nous a parlé des missions de conseil. On a vu que c'était une part extraordinaire de notre chiffre d'affaires, 2%. Ouais.
Et après, on nous a parlé des missions d'accompagnement. Alors, c'est quoi la différence ? Alors, c'est une différence qui est absolument fondamentale. Alors, c'est pas juste pour une coquetterie intellectuelle de changer de mot. C'est vraiment un concept totalement différent. Une mission de conseil, quand on regarde un peu ce que font les cabinets de conseil, etc., ce sont des missions qui sont gérées, qui sont réalisées par des spécialistes, des gens de haut niveau spécialisés dans une discipline. Ce sont des missions qui sont ponctuelles. On fait un accompagnement d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ce sont des missions qui sont non récurrentes. On fait la mission, on s'en va, on revient peut-être dans 3 ans pour autre chose, ou peut-être dans 5 ans, ou peut-être jamais, si la mission... voilà. Ce sont des missions qui sont des missions évidemment à très forte valeur ajoutée. Voilà, ça c'est ça une mission de conseil. Donc par exemple, je sais pas quoi, vous faites un démembrement de propriété avec un usufruit partiel, total, temporaire, des machins comme ça. Vous faites de la cybersécurité, de la RSE. Là encore, je répète, je suis profondément admiratif des confrères et des consultants en général qui travaillent sur ce sujet-là. C'est pas du tout ma compétence, j'y connais rien et je serais bien incapable, même avec la meilleure volonté du monde, d'y arriver. C'est ça une mission de conseil. Ce sont des missions. Je connais beaucoup d'experts comptables qui se sont lancés, par exemple, dans la RSE ou dans la cybersécurité ou dans la gestion de patrimoine, qui sont les 3 exemples que l'on cite sans arrêt. Ce sont tous, enfin, je parle de ceux qui le font professionnellement, qui dégagent du chiffre d'affaires dans cette activité et qui le font. Ce sont dans tous les cas que je connais des spécialistes qui ont fait un diplôme qui a duré entre 6 mois et 2 ans après le diplôme d'expert comptable, qui se sont formés sur ces métiers-là. Ou alors carrément des gens qui ne sont pas experts comptables du tout et qui ont été recrutés pour cela dans le cabinet. Donc là, on est sur des missions de très haut niveau, incontestablement. Mais il va falloir investir 1 an ou 2 de formation pour atteindre le niveau capable qui va vous permettre de développer ces nouvelles missions. Les missions d'accompagnement, c'est quasiment le négatif des missions de conseil. On n'est pas sur une obligation légale, donc le client achète s'il a envie d'acheter. Ce sont des missions 100% récurrentes, aussi récurrentes que la paye ou la TVA. Ce sont des missions qui sont réalisées par des collaborateurs généralistes. Ce sont des missions qui sont donc récurrentes, qui sont industrialisables, donc organisables, processables. Ça veut dire que vous pouvez organiser, enfin pas que vous pouvez, c'est qu'il est indispensable d'organiser le cabinet pour y arriver. C'est-à-dire que ce n'est pas un spécialiste qui s'organise tout seul pour faire sa mission, c'est le cabinet qui va changer son organisation et qui va mettre en place des missions. En quoi consistent-elles ? Il y a 2 grandes familles de missions d'accompagnement. Les missions d'accompagnement au pilotage. Vous aidez le client à gérer sa boîte. Vous lui faites des tableaux de bord mensuels. Alors quand je dis faire des tableaux de bord mensuels, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne s'agit pas d'envoyer par mail le tableau de bord avec les 3 crobards et les 4 chiffres qui vont bien. Il s'agit de passer 1/2 à 1 heure tous les mois avec le client pour voir les résultats du mois, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ses coûts de revient, ce qu'il devait faire le mois dernier, est-ce qu'il l'a fait, où est-ce qu'on en est. C'est du coaching de client, mais avec des chiffres à jour tous les mois. C'est ça de l'accompagnement. Et c'est ce que font des prestataires, des officines qui font ça tous les mois depuis des années auprès de plein de TPE. Ça marche super bien. Les clients sont ravis. Ça, c'est la première catégorie. C'est aussi la gestion de la trésorerie. On a fait une enquête pour un partenaire de la profession qui disait que plus de 90% des experts comptables considéraient que la trésorerie était un élément essentiel de la gestion des clients. Sauf qu'ils répondent aussi pour les 3/4 d'entre eux, mais moi je ne sais pas faire des missions d'accompagnement en gestion de trésorerie. Donc ça, typiquement, c'est une mission qui est récurrente, faire des suivis de trésorerie, aider le client à trouver des financements, gérer son BFR, relancer les clients, permettre à votre client d'être payé de ses propres clients. Tout ça, ce sont des missions liées à la trésorerie. La paye. Dans 90% des cabinets qui sont passés par des logiciels qui automatisent beaucoup plus que par le passé, on a gagné du temps. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette équipe qui a un vrai talent, qui a envie de faire un peu autre chose que de la paye. Maintenant, le logiciel en fait de plus en plus, les collaborateurs en font de moins en moins. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des missions d'accompagnement RH. Alors, petite précision pour les experts comptables, on mettra un astérisque dans le film. Une mission d'assistance RH, c'est ni l'affichage obligatoire, d'accord, ni le suivi des obligations administratives, de médecine du travail ou des choses comme ça. D'accord ? C'est gestion des compétences, suivi de la formation, entretien régulier, etc., etc. Par exemple, là en ce moment, les entretiens professionnels, c'est une obligation légale. Il y a des cabinets qui ont géré pour le compte de leurs clients les entretiens professionnels qu'ils étaient obligés de faire. Parce que sinon, c'est une amende qui est sacrément salée. C'est ça l'accompagnement RH. C'est aider à mettre en place de l'intéressement dans l'entreprise. C'est aider à mettre en place des systèmes de rémunération. D'accord ? Tout ça, c'est de l'accompagnement RH qui peut être fait par des gens qui faisaient la paye avant. Je n'ai pas dit qu'ils y allaient le lundi matin quand ça a été décidé le vendredi. Il faut les former.
il faut les accompagner, il faut les aider. D'accord ? Là encore, la SFOREF a monté des formations pour accompagner les collaborateurs pour changer de métier. Et enfin, la deuxième catégorie de missions d'accompagnement, ce sont les missions de full service. Ces missions qui permettent en fait de soulager le client de certaines fonctions support. Par exemple, faire sa facturation et le suivi des règlements. Par exemple, accompagner sur les achats. Par exemple, faire de l'office manager, c'est-à-dire gérer son accompagnement secrétariat. Par exemple, un chef d'entreprise me disait hier, moi ce dont je rêve, c'est quelqu'un qui gère pour moi les règlements fournisseurs. Ça me gave, ça me saoule, je perds un temps infini à préparer les règlements, à tout ça, c'est pas mon métier. Pareil, relancer mes clients, c'est pas mon métier. Moi, je suis plombier, électricien, machin, j'ai pas envie de perdre mon temps là-dedans. Nous, on a du monde qui sait faire ça, donc on peut le faire. On avait dit en 1h30. Enfin, 1h30, c'est pas pour moi. Non. Il y a Jean-François aussi. Ah merde. Bonjour. Il faut que je fasse une conclusion. Donc, et puis, il y a des questions. Il y a une question dans la salle. Là. Oui. En fait, au sujet de l'emploi, on n'en parle pas. Est-ce qu'on aura des discussions d'emploi? Si oui, à quel niveau? Et pour un étudiant, en fait, en DCG, en DSCG, est-ce que ça vaut encore le coup, en fait, d'aller loin, car il y a pas mal d'assistants comptables. Est-ce que d'ici 2025, en fait, il y aura combien de nombre de discussions d'emploi, en fait? Alors moi, j'ai envie de dire, s'il y a un moment où il faut arriver dans la profession, c'est maintenant. Tous les étudiants aujourd'hui vont avoir un métier extraordinaire demain, après-demain. Quand je suis arrivée expert comptable stagiaire avec mon bac plus 8, c'est ce qu'on dit maintenant, les 2-3 premières années, j'ai saisi des factures. Je me disais, waouh. Donc on m'apprenait la conso et la fusion, et j'ai commencé par de la saisie de factures, de la TVA, de la fiche de paye, des AG, faites évidemment après coup, tout le monde s'en foutait. Il y a quand même un décalage, et il y a toujours eu, entre ce qu'on nous a appris et ce qu'on nous a demandé de faire. Bon, on s'étonne maintenant qu'on n'est pas très très attractif. En fait, peut-être qu'on l'a un pour peu prendre cherché. une image, tu avais un appartement de 150 mètres carrés et tu vivais dans la cuisine. Bah voilà, j'allais le dire. Parce que les femmes, c'est toujours à la cuisine. Non, Merci Philippe. Là, ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien ce que tu as fait. Je sais que c'est pas bien. Virginie, aussi pour continuer et pour répondre encore plus précisément à cette question de cette dilution du personnel dans ce secteur, c'est un secteur extrêmement porteur, c'est un secteur qui va rester riche à partir du moment où on est dans cette évolution qu'a exprimé Philippe. Et donc pour tous les étudiants actuellement qui sont en DCG, DSCG, etc., c'est au contraire une formidable opportunité. Non seulement c'est une opportunité parce que c'est un secteur qui va continuer à se développer, mais en plus, ça va être un secteur qui va devenir de plus en plus intéressant, comme l'a évoqué Virginie, en termes dans le quotidien. L'accompagnement auprès des entreprises dans leur réflexion et dans leur évolution et dans leur croissance est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant. Et on voit d'ailleurs, tu disais Philippe sur l'évolution de la formation, on voit de plus en plus de nouvelles matières qui arrivent, qui rentrent dans ces formations et qui permettent à l'étudiant justement de s'armer pour demain, lorsqu'il sera en cabinet, pouvoir mieux répondre à ces problématiques-là. Donc au contraire, je trouve que c'est un champ très riche et très intéressant. On a un défaut, je pense, le on étant le secteur, et peut-être ça serait une vraie réflexion, c'est comment on market auprès des jeunes l'attractivité de ce secteur qui est riche. Qui est riche, mais vous le savez, pour les étudiants, les jeunes de l'extérieur, parfois il y a encore cette image, cette vieille image d'Épinal. Or, ce n'est pas vrai du tout, à condition que nous, les experts comptables, les dirigeants de ces cabinets, soyons porteurs de ce changement. Et je voulais répondre autre chose aussi. Évidemment qu'il faut l'adapter, le diplôme. Évidemment. Alors, on y travaille. On travaille à former les jeunes qui arrivent dans ces études-là. Donc l'ordre s'est rapproché d'une école, l'ACE, qu'on a renommée Supexpertise. Il y a un nouveau diplôme qui s'appelle le BUC-GACO. J'interviens pour les étudiants, j'interviens chez les bacheliers lorsque là je suis intervenue quand il a fallu faire les choix de carrière sur le parcours sup là.
Donc, pour leur expliquer la richesse de notre métier. Donc, oui, j'ai envie de dire, non, faut pas avoir peur. On a un métier qui va être beaucoup plus intéressant demain. Et oui, il faut qu'on dépoussière un peu le diplôme qui est très très technique, et donc des nouveaux diplômes comme le BUT Graco. Alors le BUT, vous savez, c'est le bachelor qui remplace les BTS. Donc c'est en train de bouger. Voilà ce que je voulais dire. Donc oui, il n'y a pas de doute possible, on est d'accord tous les trois. Il faut continuer à y aller, mais par contre, il faut s'ouvrir à titre personnel et ne pas s'intéresser que aux disciplines qu'on apprend dans le cadre des études d'État, enfin de la préparation des examens d'État. Il faut s'ouvrir sur plein d'autres choses. Bon, par contre, il faudrait peut-être que vous arrêtiez de m'interrompre toutes les 5 minutes, parce que là, on est en train de déborder. Mais je suis vraiment d'accord, Philippe. Donc, le problème, maintenant qu'on a le constat, maintenant qu'on sait qu'on va devoir transformer nos collaborateurs, le problème, c'est comment. Parce que moi, je l'ai eu cette réflexion dans mon cabinet, c'est comment on fait. Comment on fait pour transformer nos collaborateurs? Comment on fait pour trouver sa stratégie, pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on a envie de faire, ce que nos clients attendent de nous? Le comment, c'est le nerf de la guerre. Jean-François, je te laisse nous enrichir de ta science, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je vais passer le micro. Merci beaucoup. Bon, il est 12h30. Je vais essayer de faire court, mais en même temps, j'ai pas mal de choses à vous dire sur la méthodologie, sur le comment vous pouvez transformer vos cabinets d'expertise. Alors, je faisais la petite anecdote sur le fait que moi, j'ai 2 cabinets d'expertise comptable avec lesquels je travaille pour 2 sociétés différentes. C'est 2 relations complètement différentes. J'en ai une où on est dans la relation intuitu personae, où on est en format papier. Je viens tous les mois rencontrer mon expert comptable, on échange ensemble, on boit un café, on discute, et c'est du format papier. Je viens avec mon classeur, et lorsque j'arrive, il ouvre son classeur avec lequel il y a le nom de la société, etc. Et puis j'ai un autre cabinet d'expertise comptable avec lequel je travaille, qui est basé dans le sud de la France, et tout est entièrement automatisé, numérisé, digitalisé. J'ai également un très bon contact avec la personne, mais je ne l'ai jamais vue. Et ça m'interroge beaucoup de voir un secteur d'activité comme le vôtre sur lequel on a, alors là vraiment, et là ce n'est qu'un témoignage, 2 dimensions complètement opposées dans la relation client. Je me faisais la réflexion de me dire, mais en fait, vis-à-vis de vos clients, est-ce que vous vous percevez plutôt comme un dentiste? Tous les ans, je vais voir mon dentiste. Il est sympa, mais moins je le vois, mieux je me porte. Et il me dit à chaque fois, Monsieur Marvaux, vous venez pas assez souvent me voir. Je ne sais pas comment lui répondre. Non, j'ai pas tellement envie. Ou est-ce que vous vous percevez plutôt comme l'espace bien-être, sauna, hammam? Et donc vos clients viennent vous voir parce que c'est toujours agréable de se faire une petite séance de sauna hammam. Qui pense que vos clients viennent vous voir parce que vous êtes un dentiste, c'est-à-dire c'est une nécessité? Est-ce que vous pouvez, on peut éclairer la salle? Alors là, Jean-François, tu nous inventes une question, là, c'est ça, elle n'était pas prévue, celle-là. Levez-vous. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui pensent que vos clients viennent vous voir parce que vous êtes un dentiste, c'est-à-dire une nécessité? J'ai besoin d'un expert comptable. Non, Laurent, tu ne nous fais pas le coup une deuxième fois? Non. Merci beaucoup de votre honnêteté, parce qu'effectivement, je crois que c'est un peu ça la réalité. Et puis, alors, est-ce qu'il y en a qui pensent que vos clients viennent vous voir parce que vous êtes le bien-être, le sauna, le hammam? On est 2. Oui. Je viens voir mon expert comptable parce que j'en ai marre de mes collaborateurs, j'en ai marre de mes actionnaires, et donc c'est l'occasion pour moi de m'échapper de l'entreprise et de profiter, etc. Alors, j'ai encore une autre anecdote. J'ai un ami qui me dit, moi, mon expert comptable, j'ai pris un ami qui est expert comptable parce que, pour moi, voilà, au moins, j'y trouve du plaisir, c'est un ami. Bon, voilà. Donc, en fait, ça renvoie beaucoup à cette notion de relation, et je crois que le changement doit partir de là.
C'est-à-dire d'abord, est-ce que vous êtes prêt à accepter de changer la manière de concevoir la relation que vous avez avec vos clients dans cette logique d'abord de se dire finalement comment je donne envie. Comment je donne envie à mon client de venir me voir et donc finalement de répondre à cet élément qui est de se dire mais qu'est-ce qu'il attend de moi et sur lequel Philippe a beaucoup abordé. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer finalement? Et ça, c'est un problème qui est pour toutes les entreprises. Et cette question, elle est fondamentale parce qu'au-delà de vouloir donner envie à ses clients de venir vous voir, il faut que vous soyez conscients, il faut que nous soyons conscients que le changement dans les organisations prend du temps, coûte de l'argent, est difficile à mettre en œuvre parce que l'ensemble des parties prenantes au sein de l'entreprise ne sont pas favorables à cela. Lorsqu'on vous interroge, vous êtes plutôt heureux. Et lorsqu'on est heureux, quel est l'intérêt de changer? Et donc la difficulté auquel on est confronté ici, c'est cette nécessité de repenser l'entreprise dans une logique d'investissement moyen terme, alors qu'on est tous la tête dans le guidon, de repenser l'entreprise dans cette logique de moyen terme pour faire en sorte justement que ces investissements et que le temps qu'on passe aujourd'hui apportent une réponse demain. Et c'est souvent effectivement, et c'est pour ça peut-être que vous avez répondu sur la dimension de la circonstance, le Covid nous a contraints à changer. Et donc c'est plutôt dans une logique de subi que de voulu. Et je crois que c'est aussi ça ce qui est important, c'est de se dire nous voulons changer pour changer. Ça passe par, non pas du pragmatisme ou du concret par rapport à la première question, mais ça passe par plutôt de l'innovation, de l'imaginatif, du changer pour changer. Est-ce qu'on a envie de changer pour changer dans une logique qui est justement de rendre la tâche plus facile en sachant que ça prend du temps de transformer une organisation. Le deuxième élément en introduction aussi que je voulais partager avec vous, c'était la notion de quelle est notre création de valeur. Vous voyez ? Qu'est-ce qui va permettre demain de développer de la valeur chez le client ? Et donc là aussi, il y a un changement de paradigme, un changement, j'allais dire psychologique, de changement mental à opérer, c'est de se mettre à la place du client. Comment je crée de la valeur pour le client ? De quoi a-t-il besoin ? Et là, je vous renvoie à des secteurs d'activité comme par exemple la téléphonie mobile, Apple, etc., qui ont réussi justement à développer une relation marketing avec le marché pour faire en sorte d'anticiper les besoins. Il y a aujourd'hui chez vos clients tout un tas de besoins, d'attentes, qui ne sont conscientes, donc là ça renvoie à la satisfaction client, mais qui sont également inconscientes. Et l'enjeu probablement collectif de la profession, c'est de conceptualiser, modéliser, formaliser les attentes qui ne sont pas conscientes aujourd'hui et qui le seront demain, à travers par exemple l'identification de signaux faibles, la réponse de l'accompagnement, de l'intuitu personae, de la relation personnelle qui s'établit entre les deux, est un des éléments pour moi de signal faible qui nous amène à réfléchir par exemple sur la manière dont on communique, on markete l'ensemble de votre offre et de votre interaction avec le marché. Par rapport à ça, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est une démarche en 5 étapes avec un certain nombre d'outils. Je vais vous présenter un outil par démarche pour une question de temps. Si on peut, on abordera l'étude de cas de la transition numérique, c'est-à-dire la transcription de cette démarche pour un cabinet d'une dizaine de salariés. Mais c'est de retenir un certain nombre d'éléments. Premier élément de la méthode, c'est qu'elle s'inscrit sur 4 périmètres, plus le 5e qui est celui de la finance. Mais celui-ci, vous le connaissez bien. Mais elle s'inscrit sur 4 périmètres. Le premier périmètre de la méthode, c'est votre structure, la manière dont votre cabinet est structuré. Et j'allais dire, globalement, il faudrait tous les 6 mois qu'il y ait une réflexion sur la structuration, c'est-à-dire l'organisation interne de votre cabinet. Comment l'ajuster, l'adapter au marché et à vos clients. Le deuxième périmètre,
ce sont les processus, l'ensemble des tâches, l'ensemble des activités qui sont réalisées au sein du cabinet. Et donc, bien évidemment, il y a la notion d'automatisation qui est abordée et dont on parle et qu'on rabâche. Mais on oublie un autre élément très important sur ce périmètre des processus, c'est le transfert des tâches et des activités. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le cabinet qui est basé dans le sud de la France, je réalise, ou les personnes qui sont dans l'entreprise réalisent énormément de tâches. Et donc, par conséquent, c'est un cabinet qui a transféré les tâches, non pas dans une forme d'automatisation, de digitalisation, mais qui a transféré les tâches chez le client. Et souvent, le client est content de réaliser ces tâches. C'est vraiment ce que là, c'est l'image que j'ai moi dans les banques, où aujourd'hui vous faites vos virements, vous faites vos remises de chèques depuis de chez vous. Il y a tout un tas d'activités que vous réalisez qui avant étaient réalisées, rappelez-vous, il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui étaient réalisées par le guichetier ou qui étaient réalisées par votre responsable de compte. Aujourd'hui, c'est vous qui les faites de chez vous et ces tâches, vous les faites avec plaisir. Donc ça pose la question de la manière dont on repense l'ensemble des processus internes au cabinet. Qu'est-ce qu'on automatise, qu'est-ce qu'on digitalise, mais également qu'est-ce qu'on externalise. Troisième élément, il y a les individus. Donc la structure, les processus, les collaborateurs, donc les individus, c'est-à-dire chacun de vos collaborateurs. Et là, effectivement, il y a une vraie réflexion sur la manière de faire évoluer les compétences de vos collaborateurs pour les amener à développer de la valeur ajoutée, développer des éléments qui vont renforcer la relation avec les clients. On le sait, je ne vais pas vous attrister là-dessus, sur le fait que parfois les relations clients sont difficiles au sein des cabinets d'expertise comptable. Les gens ne sont pas à l'aise. J'ai l'occasion moi d'intervenir régulièrement à l'ACE, à Supexpertise Paris, nouvellement renommée. Et on voit bien que la population d'étudiants sont moins à l'aise dans la communication que ce que je peux vivre lorsque j'interviens à Sciences Po, par exemple, ou HEC. Et donc, il y a un vrai travail là, au niveau des individus, au niveau des collaborateurs, de les amener à modifier leur rapport, leur relation au travail. Et puis enfin, dernier périmètre, comme je vous l'ai dit, la partie financière, vous la maîtrisez, vous la connaissez bien, c'est le collectif. Là aussi, il y a un vrai sujet. Je retrouve un peu ça chez les notaires, dans la profession notaire. On est dans des logiques très silotées, hein. Chacun ayant son dossier, chacun ayant son client, chacun ayant sa tâche ou alors son champ de travail. Et donc, on aurait intérêt là aussi, dans cette logique de transformation de ces cabinets, à repenser le collectif, comment on fait travailler les gens ensemble. Ça, c'est pour le périmètre. Et il y a des actions à mener sur chacun de ces périmètres. Ensuite, sur la méthode. Alors, la méthode, c'est une méthode simple, qui est une méthode en 5 étapes. Je vais prendre 10 minutes pour un quart d'heure pour vous la décrire. Et c'est ce qui est mis en place depuis maintenant une vingtaine, trentaine d'années. La conduite du changement, c'est assez récent. La conduite du changement dans les organisations, c'est lié au fait que les entreprises sont arrivées sur des marchés hyper concurrentiels avec une accélération du temps des marchés et puis une complexification en lien avec les règles. Et c'est à partir de là, donc on est dans les années 70-80, qu'on a commencé à réfléchir en disant comment est-ce qu'on peut processer une méthode de conduite du changement, puisque le changement devient permanent et en plus il s'est contracté, c'est-à-dire que les temporalités des organisations maintenant sont des temporalités à 5-6 ans. Vous êtes le patron de la Poste, de 150 000 postiers dans le monde, principalement en France, mais dans le monde, puisqu'ils ont également des filiales internationales. Le plan stratégique, c'est un plan stratégique à 6 ans. Vous voyez, donc on est sur des temps très courts par rapport à des grosses machines et grosses organisations. Et là, c'est pareil pour vous. La logique, c'est d'accélérer l'adaptation au marché et aux besoins. Donc c'est une méthode qui est la suivante. La première étape, c'est une étape de diagnostic. Je vais revenir après sur chacune. Une étape de diagnostic. La deuxième partie, c'est une étape de définir la cible, définir la vision, définir qu'est-ce que vous voulez faire avec une temporalité. La troisième phase, c'est une phase de feuille de route, de mise en œuvre. La quatrième phase et la cinquième phase, qui sont très importantes, c'est la phase de communication et la phase d'accompagnement. Lorsque vous faites
si on prend par exemple la transition numérique, lorsque vous faites appel à des cabinets extérieurs pour vous accompagner sur la mise en œuvre de la digitalisation de vos process, etc., on va beaucoup travailler sur la phase 3, c'est-à-dire la mise en œuvre en tant que telle. Mais on oublie souvent les deux autres étapes très importantes, c'est l'accompagnement des collaborateurs. Et quand je parle d'accompagnement des collaborateurs, je parle sur le plan psychologique et sur le plan sociologique. Et enfin, la 5e étape, c'est sur la phase de communication auprès de l'ensemble des parties prenantes. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que les entreprises qui ont mis en œuvre des projets de transformation, lorsque ça a échoué, ne comprenaient pas pourquoi ça a échoué, et on s'est rendu compte qu'une partie importante des projets qui échouaient était liée justement au fait qu'on n'intégrait pas suffisamment la dimension accompagnement et la dimension communication, qui était au cœur de la transformation. Alors, concrètement, la phase 1, le diagnostic, c'est quoi ? C'est être capable collectivement, le collectivement étant l'ensemble des personnes qui sont au sein du cabinet, de réfléchir au pourquoi. Ça renvoie à ce que ta fille qui disait, oui, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer ? Quels sont les éléments qui nous amènent à vouloir changer ? Et il doit y avoir un gain dans le diagnostic. Il doit y avoir une forme de promesse, c'est-à-dire faire en sorte que si nous changeons, le ciel sera plus bleu demain. Donc c'est une réflexion où on pose les bases de l'ensemble de la situation actuelle dans une logique de quels sont les gains à travers la structure, les processus, les individus. Je reprends les périmètres que je vous ai évoqués. Et à travers ces gains, est-ce qu'on a bien analyser l'ensemble du spectre. Alors ça, c'est l'outil Ishikawa, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais c'est un outil qui permet de s'assurer qu'on a bien identifié l'ensemble du périmètre du cabinet d'expertise comptable et qu'on a bien, sur chacun de ces périmètres, identifié les gains et le constat, c'est-à-dire les éléments à changer. Le deuxième élément, oui, juste, je reviens là-dessus. S'il y a des trous dans la raquette dans votre diagnostic, il va y avoir ensuite, au moment de la mise en œuvre de la transformation de votre cabinet, il va y avoir des effets collatéraux qui vont poser problème dans la mise en œuvre. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un diagnostic exhaustif et qu'il soit validé et partagé par l'ensemble des parties prenantes, à commencer bien sûr par vos clients. Ce qui est là aussi rarement le cas. Qui va interroger lorsqu'il met en œuvre une fusion, une acquisition, lorsqu'il met en œuvre un projet de transformation de son cabinet, qui va interroger ses clients sur la pertinence et le pourquoi ? Ça, c'est rare. Donc ça, c'est un des sujets qui est à mettre en place. Deuxième élément, la cible. La cible, c'est quoi ? C'est d'avoir cette vision prospective de dire finalement comment on sera demain. C'est quoi la représentation collective de notre cabinet ? Et là aussi, qui doit être partagée. Et souvent, on s'aperçoit qu'il y a des difficultés dans la mise en œuvre, à commencer d'ailleurs par les associés, parce qu'en fait, entre les associés, il n'y a pas le même partage de cette vision en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de dossiers, en termes de nombre de salariés, en termes de rémunération, etc., etc. Et donc, il y a à formaliser cette cible de manière claire, et j'allais dire même à faire en sorte qu'il y ait un engagement collectif du cabinet, à commencer par les collaborateurs, sur cette cible. Alors l'outil, c'est une vision prospective. En ce sens, l'étude des moulins est très intéressante comme support de réflexion pour pouvoir avoir cette vision prospective, parce que ça nous permet justement de nous projeter dans un futur, d'identifier c'est quoi les éléments d'évolution du marché, comment on peut interagir avec ces évolutions du marché, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Bien sûr, il y a l'État, bien sûr, il y a le normatif, mais on voit aussi aujourd'hui, et ça c'est valable dans tous les secteurs, on voit de nouveaux acteurs, ça a été évoqué par Philippe, on voit de nouveaux acteurs qui arrivent sur votre marché et qui viennent grignoter des petites parts. Et il y avait un dirigeant américain qui disait très clairement mes concurrents de demain n'existent pas aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire avoir cette conscience de veille sur le fait que nous avons demain des entreprises qui vont venir sur notre marché et qu'on ne connaît pas et qui n'existent pas. Je ne vous parle pas bien sûr
d'autres facteurs qui est le C2C, c'est-à-dire d'acteurs qui viennent, à l'image de Blablacar, etc., prendre des parts de marché avec des logiques légales différentes, mais qui pourraient aussi exister sur votre marché. Troisième étape très importante, sur laquelle là-dessus les cabinets qui accompagnent sont plutôt bons, c'est l'élaboration de la feuille de route, c'est-à-dire l'ensemble des étapes qui va nous permettre de passer de cette situation actuelle à la cible. Alors il y a un outil qui a par exemple le diagramme de Gantt, qui est d'ailleurs qu'on utilise avec les étudiants en DSCG, qui sont maintenant, ce sont les formations sur la gestion de projet, c'est des choses qui sont tout à fait intégrées dans les programmes. Le diagramme de Gantt, ça permet de bien définir l'ensemble des éléments qui vont permettre la transformation, les différentes étapes, les coûts ou le coût sur l'ensemble du projet, les responsabilités de chacun, le rôle de chacun, etc. Étape indispensable, mais pas suffisante, puisqu'il y a deux autres étapes très importantes. Ça va être le plan d'accompagnement, avec la cartographie des compétences. La transformation de vos cabinets va nécessiter de faire évoluer les compétences de vos collaborateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord identifier quelles sont les compétences dont nous avons besoin. Compétences comme par exemple être capable de gérer un projet. Compétences comme par exemple conduire à un changement, avoir une approche psychologique de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Une représentation de cette situation. Quelle est notre culture? En quoi nous sommes capables d'eux? On voit dans la salle à travers la question qui a été posée par Philippe, vous êtes plutôt concret, vous êtes plutôt pragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au changement? Qui est capable dans l'entreprise d'apporter de l'innovation? Qui est capable d'imaginer le futur? Si moi, en tant qu'expert comptable associé, je ne suis pas capable parce que je suis cortiqué différemment, est-ce que j'ai quelqu'un, un de mes collaborateurs qui peut apporter cela? Est-ce que je peux éventuellement m'appuyer sur l'extérieur pour apporter cela? Comment je viens élargir ma palette de savoir-faire pour permettre justement l'accompagnement de ces équipes? Et puis, enfin, le plan de communication, là aussi, point très important, on a tendance à être beaucoup trop centripète, c'est-à-dire beaucoup trop centré sur soi dans cette approche de transformation. On se regarde trop le nombril. En fait, il y a plusieurs populations qui cohabitent ensemble sur les projets de transformation. Première population, ce sont les collaborateurs, bien évidemment. Mais parmi les collaborateurs, vous avez des gens qui vont être en charge d'exécuter un certain nombre de tâches pour permettre la transformation, mais vous avez aussi des collaborateurs qui vont être responsables. On ne s'adresse pas de la même manière aux responsables qu'aux exécutants. Vous avez ensuite un certain nombre de parties prenantes à l'extérieur du cabinet avec qui il va falloir également communiquer. Bien sûr, vos clients, mais pas que. Et donc, par conséquent, le plan de communication doit être élaboré en intégrant les différentes positions de ces parties prenantes et en ayant une communication, j'allais dire, spécifique à chacune de ces populations et également adaptée, c'est-à-dire avec un canal de communication qui corresponde aux attentes de cette population. Alors pour ça, là aussi, on utilise un outil qui s'appelle le baromètre ICAP et qui permet, à travers un certain nombre de critères, de vérifier le niveau de compréhension, le niveau d'adhésion et le niveau de réalisation par rapport à la transformation que vous voulez opérer. Là-dessus, on a tendance à dire, dans les projets de transformation, si vous n'avez pas 60% de votre population qui comprend, qui adhère ou qui réalise, vous devez à ce moment-là soit revisiter votre projet en tant que tel, soit modifier, mettre en place des actions de remédiation pour faire en sorte qu'il y ait un meilleur taux de compréhension, un meilleur taux d'adhésion ou un meilleur taux de réalisation. Mais en dessous de 60%, c'est un référentiel, il y a des actions à mener par rapport à la réussite de votre projet. Jean-François, je pense qu'on n'a plus le temps de poser les questions, de continuer. Je pense qu'il faudrait qu'on passe à la conclusion, si tu veux bien. Tout à fait. Avant la conclusion, un mot, tout de même. Est-ce que vous êtes plutôt
centré sur le fonctionnement de votre cabinet ou être centré sur l'évolution du marché. Alors, on ne va pas faire l'exercice, mais réfléchissez à quel moment dans l'année vous travaillez sur le fonctionnement de votre cabinet et à quel moment vous travaillez sur l'évolution du marché. Les échanges que j'ai moi avec les experts comptables, c'est que 100% du temps est consacré au fonctionnement du cabinet, est une priorité au quotidien. Et lorsque je les interroge sur la manière dont ils perçoivent l'évolution du marché, on sent bien que les réponses, etc., sont beaucoup plus difficiles et que la perception se fait, mais elle est parcellaire. Alors, on va passer le cas concret. Oui. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe aux questions-réponses. On regarde autant Non. à partie. On a le temps, pardon. Non, on n'a plus le temps. D'accord. Je vais faire Donc la à ce conclusion. moment-là, on prendra peut-être 5 minutes après la conclusion, si vous avez des questions sur cette partie qui concerne donc la méthode et les outils. Et on va passer donc à la conclusion. Je vous remercie. Alors, pourquoi je l'ai stressé, le pauvre Jean-François, là, je suis désolée, mais la conclusion est très pratico-pratique. Donc là, on vous donne une démarche en 5 étapes qui parfois me terrorisait un peu. Moi, je me disais, en tant qu'expert comptable, je n'ai jamais réussi à faire tout ça. Et à l'ordre, on vous propose le parcours de la transformation. Je sais que vous avez été nombreux à venir sur le stand de l'ordre et que ça vous a interrogé. Et de manière très pratico-pratique, nous vous proposons ceci pour que nous réussissions au mieux, nous, les experts comptables, cette transformation qui ne nous met pas forcément très à l'aise. Il y a différentes étapes. Tous les mardis, un mardi par mois, on va vous proposer les mardis de la transformation. Un atelier d'1h30 avec différents thèmes. 3 thèmes. Déjà moi, expert comptable, comment je trouve la stratégie de mon cabinet. Quelle mission je vais faire demain? Quelle mission d'accompagnement? 3 sous-thèmes. Déjà, moi, expert comptable, dirigeant. En fait, quand Jean-François termine et dit qu'on est là à 100% dans notre quotidien qui est le fonctionnement du cabinet, est-ce qu'on a pris le recul pour s'interroger sur cette stratégie? Et comment on le fait? Et en fait, il faut trouver le temps. Deuxième atelier, cette envie qu'on a d'aller quelque part, quel est le business model? Troisième atelier, maintenant qu'on connaît la stratégie, c'est super, on est super clair dans sa tête, on sait qu'on veut faire une mission d'accompagnement de trésorerie. Alors le c'est l'expert comptable des collaborateurs, vous l'avez compris, et évidemment on a sondé notre clientèle. Le plan d'action, maintenant qu'on sait où on veut aller, comment on y va? Après, manager la transformation. Comment on transforme nos collaborateurs? Comment on passe de collaborateurs techniciens, parce que nos collaborateurs sont des techniciens aujourd'hui, ils ont été formés comme ça, et ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est ravis d'avoir des techniciens, des gens qui savent faire parfaitement de la TVA, de l'alias fiscal, mais parler aux clients, l'accompagner, c'est un autre métier. Comment on les transforme, ces collaborateurs? 3 ateliers. Comment, après, on les vend, les missions? Alors moi, je fais exprès de mettre vendre. On me dit tous, limite, vendre, c'est comme si c'était un gros mot chez nous, les experts comptables. Oui, il faut vendre. Le nombre d'experts comptables que je croise, de copains, de copines, etc., qui ne vendent pas leur mission d'accompagnement parce que c'est sur un coin de table, parce que, et comme si c'était vulgaire, et normal, je vois pas en quoi c'est normal quand on accompagne le client que ce soit gratuit. 3 ateliers. Après, on a investi dans des outils. Cap Newbies, il va bientôt arriver. Un outil extraordinaire qui va nous permettre de mettre notre stratégie
de mettre les compétences des collaborateurs aujourd'hui et d'imaginer quel va être le plan de formation pour ces collaborateurs, pour les transformer, pour aller à l'endroit où on veut les emmener. Donc un outil de gestion des compétences. Et bien évidemment aussi, vous connaissez Cap Performance, vous l'avez, des outils, vous l'utilisez souvent, le manuel du cabinet, les lettres de mission, tous ces outils qui sont déjà en place, le RGPD, etc. Donc on a ces outils-là, Cap Performance qui fonctionnent déjà, et Cap Newbies, où on est en train de le proposer. Je suis pas du tout aujourd'hui en train de vous vendre un truc. Hein. C'est pas parce que j'ai insisté sur la vente, c'est gratuit, ça. Voilà ce qu'on met en place pour vous aider pour faire cette transition qui est compliquée. Après, il y a des parcours de formation, bien évidemment. La Performance Academy, donc c'est un parcours de 5 jours qui permet au chef d'entreprise, pour l'aider aussi, pour savoir quelle mission il veut faire demain. C'est super compliqué de se dire qu'est-ce que je fais demain. Ça fait 20, 30 ans, 10 ans qu'on fait la même chose et qu'est-ce qu'on fait demain et où on va. Il y a e-expert. Pour les collaborateurs, il y a aussi des masterclass. Il y a, Philippe en a parlé, des parcours e-call pour transformer nos collaborateurs. Et pour vendre ces nouvelles missions, la Newbies Academy. Tout ça, vous retrouvez ces formations dans le catalogue de l'AS4F. Il y a aussi à la carte des formations AS4F. On n'a pas pu vous les mettre, mais on va vous les indiquer. C'est-à-dire que avec les ateliers qui vont durer 1h30, le mardi, bien évidemment qu'on vous donne les grandes lignes. Si vous avez envie d'approfondir un ou deux thèmes, on vous dira, il existe dans le catalogue de l'AS4F tel et tel et tel thème que vous pourrez approfondir. Et après, on a mis en place des mentors et du coaching. Les mentors, ce sont des contrôleurs qualité. Je suis aussi donc présidente de la commission de contrôle qualité. Des contrôleurs qualité qui ont l'habitude d'aller depuis 10, 15, 20 ans dans les cabinets et qui vous connaissent par cœur. Des contrôleurs qualité qui aiment cette idée de vous accompagner et de vous conseiller dans ce changement. Sur 140 contrôleurs qualité, 15 se sont portés volontaires pour faire cette mission-là. Nous allons les former pour qu'ils former à cette notion de transformation, de problématique de changement. Ces outils dont Jean-François nous a parlé. Donc nous allons les former et vous pourrez les consulter si vous le souhaitez et on vous donnera leur nom. On a aussi des coachs. On a demandé à des coachs, donc on a fait un appel d'offres début août à tous les coachs de Paris-Île-de-France spécialisés dans la transformation. Et là, en ce moment, on fait la sélection. On reçoit des CV, on reçoit des parcours, on les sélectionne, on reçoit les coachs et on va vous proposer une liste de coachs pour vous aider au mieux si, après les ateliers, si, après l'outil Cap Newbies, si, après la Performance Academy, e-expert, les formations AS4F, le mentoring ou le coaching, donc si après tout ça, vous voulez être coaché, bien évidemment, il y aura des coachs. Moi, je me suis fait souvent coacher dans mon cabinet, enfin souvent, une fois tous les 5 ans à peu près. Et c'est vrai que je demandais à mes clients le nom d'un coach. J'ai jamais eu de coach aujourd'hui référencé ou présélectionné par l'ordre. On va vous proposer une liste de 10-15 coachs qui auront tous des profils différents. Donc bien évidemment, là je les ai listés, c'est pas du tout le parcours du combattant. Vous avez le droit de prendre uniquement le coach, si vous n'avez pas le temps, ou uniquement le mentor, ou uniquement une formation à l'AS4F.
Mais voilà ce que l'Ordre vous propose aujourd'hui pour l'année qui vient. Si ça vous convient, on continuera bien évidemment tous les ans, au moins peut-être jusqu'à 2025. Je sais pas. Juste en complément, pour ce qui est des mardis de la transformation, je crois que le premier atelier est prévu le 28 septembre. Donc vous verrez, il y a un programme avec déjà des dates qui sont prévues sur les mardis de la transformation, si vous voulez y participer. Et puis aussi par rapport à ce que j'évoquais sur ce que Virginie évoquait sur le mentoring et le coaching, en fait, il faut à travers cette méthode de conduite du changement, en fonction de vos besoins et en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, utiliser les outils qui correspondront le mieux à ce que vous voulez faire dans votre projet de transformation. Donc merci Jean-François, c'est bien un mardi par mois. Le premier mardi, c'est en septembre, octobre, novembre, janvier. Je crois qu'on a arrêté février, mars, avril. Je ne sais pas bien pourquoi. Ça reprend en mai, je crois. Et ensuite, février, mars, avril, on s'est dit que... Vous étiez en vacances. Et voilà, exactement. On est au ski pendant 3 mois. Donc là, on ne peut pas. Il y aura des formats mixtes. Ça sera en présentiel et en visio. Et donc, on reprend mai, juin, juillet pour cette première saison des mardis de la transformation. Je vous remercie. C'est gratuit. Il faut que je le dise, et c'est gratuit. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Philippe, merci Jean-François, merci pour vos questions et vive la transformation. Bon appétit. Merci.